bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui nous concerne absolument tous, notre rapport à l'argent. Bonjour. Mais attention, pas sous l'angle des marchés ou des plans d'épargne. Non, on va parler de psychologie. Exactement. On s'appuie sur une source assez percutante, écrite par une personne qui dit être passée de la faillite à la tête d'entreprises valant des centaines de milliards. Mhm. Et sa thèse, elle est radicale. La vraie différence entre les riches et les autres, ce n'est ni l'intelligence ni la chance, mais la maîtrise de sa propre psychologie financière. C'est ça. Du coup, notre mission, c'est d'aller creuser en profondeur 6 croyances limitantes qu'elle identifie comme les principaux freins à la richesse. Et ce qui est important de comprendre dès le départ, c'est que l'argument n'est pas juste changer vos habitudes. C'est bien plus profond. Ah oui, Le texte parle de scénario, de mentalité. En fait, ce sont des sortes de programmes subconscients qui se sont installés pendant notre enfance. bien avant qu'on ait la moindre idée de ce qu'est un budget, j'imagine. Bien avant, on va donc parler de ce qui se passe dans notre tête, pas dans un tableur Excel. C'est une exploration psychologique, presque, introspective. Ok, alors allons-y, plongeons dans cette première grande idée, le scénario financier. L'auteur explique qu'on a tous, sans le savoir, un script intérieur qui dicte nos décisions avec l'argent. Et le texte en identifie 4. 4 grands profils, oui. Le premier, c'est l'évitant. C'est un peu le cliché de l'artiste maudit, celui qui pense, souvent inconsciemment, que l'argent est sale, que c'est une source de corruption. Et qu'il ne le mérite pas. Du coup, il va saboter son propre succès, juste pour rester aligné avec cette croyance. D'accord. Et à l'opposé, on a qui? À l'extrême opposé, on trouve l'adorateur. Pour lui, l'argent est la solution à tout. Ah, le fameux « quand j'aurai plus d'argent, tout ira mieux ». C'est exactement ça. Il est convaincu que ça apportera le bonheur, que ça résoudra tous ses problèmes. C'est une poursuite obsessionnelle, une quête sans fin, parce que le chiffre magique recule toujours. Je vois. Et le troisième? Le troisième, c'est le statutaire. Lui, sa valeur en tant que personne est directement liée à sa valeur nette. Voilà, c'est la course à l'échalote permanente. Il dépense pour les apparences, pour ce que les Anglais appellent le «keeping up with the Joneses». La plus belle voiture, la plus grande maison. Pas pour le plaisir que ça lui procure, mais pour le statut que ça projette. Et enfin, il y a le quatrième, le vigilant. Celui qui vit très en dessous de ses moyens, qui met de côté. Attends, mais instinctivement, on se dit c'est une bonne chose, ça, non? Être prévoyant, épargner, où est le piège? Le piège, c'est l'émotion qui motive ce comportement. Le vigilant n'épargne pas par sérénité ou par stratégie, Mais par peur, alors. par une anxiété profonde et constante face à l'avenir. Il n'y a jamais assez d'argent sur le compte pour qu'il se sente en sécurité. C'est un puissant fond d'inquiétude. Même avec des millions, il aura encore peur de tout perdre. Exactement. Et ce qui est fascinant, c'est l'origine de ces scénarios. Le texte dit qu'ils se forment à travers des phrases toutes simples, entendues en boucle dans l'enfance. Du genre, l'argent ne pousse pas sur les arbres. Ou finis ton assiette, pense aux enfants qui meurent de faim. Oui, des classiques. L'argument ici, c'est que ce ne sont pas de simples leçons de vie. Ce sont des pensées d'autres personnes qu'on a absorbées sans aucun filtre. Et qui deviennent notre vérité, notre logiciel par défaut. Voilà. Sans qu'on l'ait jamais choisi. C'est un héritage psychologique qui tourne en boucle. C'est une idée puissante. Ça veut dire qu'on fonctionne avec un logiciel financier qui n'est même pas le nôtre. L'auteur donne un exemple personnel qui est assez dingue. Oui, Elle s'identifie comme une vigilante. Elle raconte que, même après avoir bâti une fortune de 100 millions de dollars, 100 millions. elle a continué à louer un appartement pendant 3 ans. Elle angoissait à l'idée de dépenser quelques millions pour une maison. C'est fou. L'anxiété de son scénario était plus forte que la réalité objective de son compte en banque. Carrément. Elle décrit aussi un réflexe pavlovien. Dès que les profits de son entreprise baissent un peu, son premier instinct est de tout couper, même si ça n'a aucun impact sur ses finances personnelles. Aucun. C'est son vieux programme qui prend le dessus. Pour s'en sortir, la méthode proposée, c'est une forme de recadrage cognitif. La première étape, c'est de prendre conscience du script. Comment on fait ça? L'exercice est de se remémorer son plus ancien souvenir lié à l'argent et d'analyser le comportement de ses parents. Une sorte d'archéologie financière personnelle, en fait. C'est exactement ça. Et une fois le scénario identifié, le travail consiste à le réécrire consciemment. C'est-à-dire? Par exemple, si le script est « l'argent est une source de stress », on le remplace activement par une nouvelle croyance comme « l'argent est un outil qui me permet de créer de la liberté ». Et on se le répète jusqu'à ce que ça remplace l'ancienne croyance. Et c'est un acte délibéré pour reprendre le contrôle de son récit intérieur.
Et ce récit qu'on se raconte, il a des conséquences qui vont bien au-delà de l'hésitation à acheter une maison. J'avoue que le concept suivant, celui du plafond de richesse, me frappe particulièrement. L'analogie du thermostat. Oui, elle est incroyablement parlante. L'idée qu'on puisse inconsciemment saboter une opportunité en or juste parce qu'elle ne correspond pas à l'image qu'on a de soi. C'est terrifiant. C'est l'idée que notre concept de soi agit comme un thermostat financier. Si on se voit comme quelqu'un qui gagne 100 000 euros par an, notre subconscient va tout faire pour maintenir cette température. Donc si une opportunité à 200 000 se présente, on va trouver un moyen de la saboter. Inconsciemment, oui. Et si on tombe à 80 000, on va ressentir un stress intense jusqu'à ce qu'on revienne à notre niveau de confort. Notre réalité financière est littéralement plafonnée par notre identité. On est l'architecte de notre propre prison dorée en quelque sorte. En un sens, oui. Et pour en sortir, le texte propose un exercice pratique très simple. Ah, ok. Prendre une feuille et écrire « Je suis le genre de personne qui… » et compléter honnêtement. Je suis le genre de personne qui a toujours un peu de mal à finir le mois, ce genre de choses. Voilà, qui a peur de demander une augmentation, etc. Ensuite, sur la même page, écrire la nouvelle identité désirée, Je suis le genre de personne qui construit et gère sa richesse avec aisance et confiance. par exemple. Et le simple fait de lire cette nouvelle phrase, tous les jours, commencerait, selon l'auteur, à reprogrammer ce thermostat interne. D'accord. Imaginons qu'on arrive à faire sauter ce thermostat. On n'a plus d'argent qui rentre. La question c'est, qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est là que ça se corse, avec cette fameuse distinction actif et passif. Oui, tiré de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. La définition est simple, un actif met de l'argent dans notre poche, un passif on retire. Le problème, c'est que la plupart des gens passeraient leur vie à acheter des passifs en croyant que ce sont des actifs. Et les exemples donnés sont… Volontairement provocateurs. Oui, Une belle voiture, un passif. Elle perd de sa valeur, elle coûte de l'argent chaque mois. Un sac de luxe, passif évident. Et puis il y a l'exemple qui fait grincer des dents. la maison où l'on vit. Exactement. Attends, qualifier la maison où l'on vit de passif, c'est quand même un peu radical, non? Pour la plupart des gens, c'est le symbole de la sécurité, un patrimoine. C'est exactement pour ça que l'exemple est puissant. Le point de vue du texte n'est pas de dire que c'est un mauvais achat. D'accord. Il force à changer de perspective. Si on regarde du point de vue du cash flow mensuel, la résidence principale sort de l'argent de votre poche, Oui. tous les mois. L'hypothèque, les taxes, les réparations… Voilà. Elle ne génère pas de revenus. L'idée est de bien faire la différence entre un investissement qui génère du revenu maintenant, comme un bien locatif, ça, c'est un actif. Et un patrimoine qui a une valeur potentielle future, mais qui nous coûte de l'argent aujourd'hui. C'est ça la nuance. C'est une distinction purement fonctionnelle, basée sur les flux d'argent. Donc un cours pour acquérir une nouvelle compétence qui augmente notre potentiel de revenus serait un actif, selon cette logique. Précisément. C'est un investissement en soi-même qui a un retour sur investissement direct. La question à se poser avant chaque grosse dépense, c'est est-ce que cette chose va me rapporter de l'argent ou m'en coûter? Cette idée de se concentrer sur le cash flow, ça suppose de voir l'argent comme un flux. Mais beaucoup de gens, moi le premier parfois, le voient comme une ressource rare qu'il faut protéger à tout prix. Ce qui nous amène tout droit à la troisième croyance. La mentalité de pénurie. C'est un de nos biais les plus anciens, un héritage de notre passé de chasseur-cueilleur. Le texte prend l'exemple de la cueillette de baies. Si quelqu'un en ramasse plus, il en reste mathématiquement moins pour moi. La ressource est finie. Oui, le problème, c'est qu'on applique ce même logiciel à l'argent qui, lui, n'est pas une ressource finie. On peut créer de la valeur et donc de l'argent. Et l'impact de cette mentalité, selon le texte, c'est qu'elle réduit notre bande passante cognitive. C'est-à-dire… Ça veut dire que l'anxiété liée au manque occupe tellement d'espace dans notre cerveau qu'il n'en reste plus beaucoup pour la réflexion stratégique, la créativité. On est en mode survie, obsédé par ce qu'on pourrait perdre, ce qui nous empêche de voir ce qu'on pourrait gagner. Totalement. Et l'opposé, c'est la mentalité d'abondance. Elle repose sur la conviction qu'il y a toujours plus d'opportunités à créer. C'est voir le gâteau comme étant infini. L'anecdote de l'auteur à ce sujet est assez folle. Elle raconte avoir engagé un coach à 40 000 $ par mois, Oui, alors que son entreprise en générait à peine 50 000. C'est de l'abondance ou de la folie pure, ça? de son point de vue, c'était un acte d'abondance ultime. Un pari sur le futur. Elle a investi dans la croissance exponentielle plutôt que de protéger le peu qu'elle avait. Et elle dit que ça a payé. Elle affirme que c'est cet investissement qui lui a permis de vendre son entreprise des dizaines de millions quelques années plus tard. C'est un choix. Et cette peur de manquer, elle est décuplée par un autre biais psychologique très puissant, l'aversion à la perte.
Et là, la source s'appuie sur du solide. Les recherches de Daniel Kahneman et Amos Tversky, Le prix Nobel d'économie, oui. ils ont prouvé en gros que la douleur de perdre 100 € est environ 2 fois plus forte que le plaisir d'en gagner 100. Perdre fait 2 fois plus mal que gagner ne fait de bien, et les conséquences sont partout. C'est pour ça qu'on s'accroche à des actions en bourse qui chutent en espérant se refaire. Au lieu de couper ses pertes. C'est pour ça qu'on reste dans un emploi qu'on déteste, mais qui est sûr, plutôt que de prendre le risque de se lancer. La peur de perdre ce qu'on a est un moteur beaucoup plus puissant que l'attrait de ce qu'on pourrait avoir. Ce qui mène à une paralysie quasi totale. On préfère ne pas jouer du tout plutôt que de risquer de perdre. Exactement. Et là encore, la solution, c'est un recadrage mental. Il s'agit de considérer chaque perte non pas comme une perte sèche, mais comme des frais de scolarité. Des frais de scolarité. Oui, si on investit 50 000 € dans une entreprise qui échoue, la mentalité de pénurie dit « j'ai perdu 50 000 €, c'est une catastrophe ». Alors que la mentalité d'abondance dirait J'ai payé 50 000 € pour un MBA intensif en entrepreneuriat. La leçon que j'ai apprise va me rapporter des millions. « ah, joie ». L'auteur raconte avoir récemment accepté une perte de 3 millions de dollars dans une négociation et de l'avoir immédiatement qualifiée de « leçon apprise ». C'est plus qu'une astuce mentale en fait. Ça transforme une expérience passive et négative, j'ai subi une perte, en une action active et positive, j'ai acheté une leçon. C'est tout à fait ça. Ça redonne le contrôle. Et ça désamorce complètement la paralysie que la peur de perdre peut créer. Voilà. Et une fois qu'on a surmonté cette peur de perdre de l'argent, on peut commencer à l'utiliser pour acheter la seule ressource qu'on ne peut absolument pas récupérer. Le temps. Le temps, c'est le dernier grand concept du texte, et peut-être le plus important, le piège du temps. L'idée centrale est simple mais profonde. Les gens qui luttent financièrement passent leur vie à essayer d'économiser de l'argent, alors que les personnes qui créent de la richesse cherchent à économiser du temps. La raison est évidente. L'argent peut se multiplier. Le temps, non. Chaque seconde qui passe est perdue à jamais. Donc les riches achètent du temps. Ils engagent des assistants, utilisent des services de livraison. Non par paresse, mais par stratégie. C'est parce que leur temps a plus de valeur à être utilisé ailleurs, sur des tâches à plus fort impact. Ça me fait penser à toutes les fois où j'ai passé 45 minutes à tourner en rond pour trouver une place de parking gratuite pour éviter de payer 5 €. Voilà un exemple parfait. D'après cette logique, si mon temps vaut plus que 7 € de l'heure, c'était une décision financièrement irrationnelle. C'est un calcul qu'on ne fait jamais. C'est précisément le calcul que le texte nous invite à faire. La méthode est simple, calculer son taux horaire. On prend son revenu annuel, on le divise par environ 2000 heures de travail, et on obtient la valeur d'une heure de notre temps. Disons 50 €. Selon cet argument, toute tâche qu'on effectue soi-même et qui pourrait être déléguée pour moins de 50 € de l'heure représente une perte financière. On croit économiser 30 € en passant 2 heures à monter un meuble, mais si notre taux horaire est de 50, on a en réalité perdu 70 € de valeur potentielle. C'est le principe du levier. Mais n'est-ce pas un luxe réservé à ceux qui gagnent déjà beaucoup? Comment on applique ça quand on débute? C'est l'objection classique. Et le texte y répond avec l'exemple de l'auteur. Elle a engagé une assistante très tôt dans sa carrière alors qu'elle avait à peine les moyens. Elle ne voyait pas ça comme un luxe. Non, comme un investissement stratégique essentiel. Ces quelques heures libérées lui ont permis de se concentrer non plus sur des tâches à 15 € de l'heure, Mais sur des tâches à 1000 € de l'heure, comme développer un nouveau produit ou négocier un gros contrat. et cela crée un cercle vertueux. C'est l'argument final du texte. On utilise l'argent pour acheter du temps, c'est le levier. On utilise ce temps libéré pour se concentrer sur des activités à plus haute valeur, ce qui permet de gagner plus d'argent, On réinvestit une partie de cet argent dans encore plus de leviers. pour acheter encore plus de temps. Et ce cycle, répété encore et encore, est ce qui, selon l'auteur, finit par créer la véritable liberté. Ce n'est pas une question de travailler plus dur, mais de travailler plus intelligemment. En utilisant le temps comme l'actif le plus précieux. Alors, si on rassemble toutes les pièces du puzzle, on a ce logiciel hérité de l'enfance, notre scénario qui installe un thermostat, notre plafond de richesse. Ce plafond nous enferme souvent dans une vision de pénurie, nous rend terrifiés par la moindre perte et nous pousse à échanger notre ressource la plus précieuse, le temps, contre quelques euros. C'est un bon résumé. Le message principal est que la construction de richesse est moins une affaire de marché ou de technique qu'un jeu intérieur. Absolument. Au fond, ces 6 points se résument à un changement de paradigme. Il s'agit de passer d'une mentalité réactive et protectrice Basé sur la peur, à une mentalité proactive, créative et expansive. Une mentalité qui voit les opportunités
qui investit dans les compétences, qui recadre les pertes en leçons et qui utilise le temps comme son principal levier. Un passage de la défense à l'attaque sur le plan psychologique. C'est une bonne image, ouais. Et pour conclure, voici une dernière pensée pour continuer la réflexion. La source se concentre sur l'impact de ces mentalités sur la création de richesse. Mais si ces schémas psychologiques, l'aversion à la perte, la pénurie, sont si profondément ancrés en nous, dans quels autres domaines de la vie, au-delà des finances, pourraient-ils nous diriger en silence? Dans nos choix de carrière, nos relations, même notre santé? C'est une question qui mérite d'être explorée.